Bonjour Guillaume, merci de nous accorder du temps. Je voulais qu'on parle aujourd'hui, donc pour GNCTI, notamment du PLFSS 2023 qui est voté actuellement et plus particulièrement de l'article 30 qui va nous concerner au sein des thérapies géniques et cellulaires. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est le PLFSS? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, passionnant. Alors, pour revenir sur le PLFSS, qu'est-ce que c'est? C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il est vu tous les ans par le Parlement, donc sur proposition du gouvernement. Pourquoi il est important? Parce qu'il va déterminer notamment ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et donc finalement le niveau de dépenses que la France entend consacrer à la gestion de la santé dans le pays. En corollaire, le texte, donc le PLFSS, il va également établir finalement un objectif d'économie qui doit permettre d'atteindre cet ONDAM. C'est un texte qui est particulièrement attendu par les différents acteurs du secteur. Et donc si on en vient à l'article 30, donc qui parle du financement des thérapies innovantes, quel est son contenu? On retrouve donc une disposition qui nous intéresse plus particulièrement, qui est le mécanisme d'étalement et de paiement à la performance, qui est prévu donc pour les médicaments de thérapie innovante, qu'on appelle les MTI, et qui inclut donc les thérapies géniques et cellulaires. Alors, sur le principe, c'est un mécanisme qui était attendu et même très attendu parce qu'on parle de traitements très onéreux, mais qui ont la particularité de pas, d'avoir une administration quasiment en une fois et dont les effets, par contre, vont s'inscrire dans la durée, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de guérir certains patients qui sont atteints de maladies graves. Donc, on voit que c'est des traitements qui sont à la fois importants qui bouleverse un peu les codes par rapport à des traitements qu'on a l'habitude de voir, qui sont souvent obligés d'être pris dans la durée par rapport à des maladies chroniques. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme donc, au niveau médical, mais du coup aussi en termes financiers. Et donc, on savait qu'il fallait revoir un peu le modèle de financement. Le principal problème, finalement, par rapport à cet article 30, enfin, en tout cas ce mécanisme d'étalement et de paiement à la performance, c'est justement de savoir ce que la France va être encline à payer au final pour ces thérapies. Il y avait aussi un risque qui a été identifié et qui a été mis en avant, c'est que le premier versement, puisque donc on parle d'un étalement dans le temps, mais donc au départ il y a un premier versement qui serait réalisé par les établissements de santé au laboratoire, donc encore une fois avant d'être remboursé par l'assurance maladie. Et le risque, c'est que au niveau international, comme la France, elle est référencée par plusieurs dizaines de pays pour la détermination du prix de leurs médicaments, on avait ce risque que ce premier versement soit identifié comme un prix français et donc serve de référence, alors que par définition, si c'est un premier versement, il est partiel et on attend d'autres versements par la suite. On parlait de pay for performance, enfin de paiement à la performance pour parler français. Euh, Comment est définie la performance dans l'article? Il y a des éléments de définition? Alors justement, c'est un autre point effectivement qui pose problème, c'est que l'article 30 va déjà assez loin en fait sur certains points comme la cessation des versements, comment une certaine souplesse et notamment le soin que ces points soient vus plutôt dans les discussions avec le CEPS, donc le Comité économique des produits de santé qui est chargé de déterminer les modalités tarifaires des produits de santé et qui donc du coup va être l'interlocuteur public pour les laboratoires sur ces fameux contrats de performance.
pour que les différentes situations puissent être prises en compte. Ça aurait été plus logique, donc encore une fois, de voir en pratique, c'est-à-dire de laisser le soin aux différents acteurs de mettre en place ces critères qui conditionneront donc le paiement en fonction effectivement de ce qu'on pourra constater donc en termes de performance de ces traitements. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir, s'il va falloir suivre ces patients effectivement pour voir des décès, des guérisons, on peut aussi voir le côté optimiste du patient qui guérit, mais ça va poser aussi des problèmes de suivi de ces patients qui guérissent, qui vont plus forcément voir leur médecin de façon annuelle. Et ça veut dire qu'on va engager alors classiquement pour les médicaments dits classiques, on parle de phase 4. Observationnel, post-AMM, pour suivre ces patients, pour avoir des données. On va rentrer dans ce style de collecte de données, post-autorisation de mise sur le marché, pour évaluer cette performance. Alors, très clairement, effectivement, là, c'est indissociable du paiement à la performance. C'est-à-dire que le recueil de données en vie réelle, il est clairement indispensable pour pouvoir mesurer la performance, donc encore une fois en vie réelle, des traitements. Donc là, ce sera très clairement le cas pour les thérapies géniques et les autres médicaments de thérapie innovante, mais c'est quand même quelque chose, c'est une tendance. Si je résume, c'est effectivement la proposition de l'article 30 est quand même une belle réalisation par rapport aux défis que représentait le financement de ces thérapies innovantes, puisque jusqu'à présent, pour un médicament normal, il y avait une négociation, coût de fabrication, nombre de patients qui pouvaient être traités, et on évaluait que c'était un paiement à la boîte, puisque c'était pour la plupart des traitements symptomatiques, donc où le patient allait être traité pendant un certain temps. Là, la problématique, c'était que ces patients vont potentiellement guérir, au moins pendant un certain temps. Il y a des choses qu'on ne connaît pas sur ces thérapies-là. Et donc, si on gardait ce financement classique, ça faisait une vague de financement que l'ONDAM et que la Sécurité sociale n'étaient pas capables d'absorber, même si ce sont des patients de maladies rares, ça faisait quand même de très gros montants à sortir. Et avec en plus tout un tas d'incertitudes, puisqu'on ne sait pas combien de temps la thérapie génique va faire effet, si les patients sont guéris ad vitam aeternam, tout un tas d'incertitudes sur la mise en place. Encore une fois, le principe d'étalement et de paiement à la performance, qui est dans l'article 30, il est tout à fait souhaitable, bienvenu, pour pouvoir accueillir ces innovations majeures et donner accès aux patients français. Donc maintenant, ce qu'il va falloir regarder et s'assurer, c'est que les conditions qui sont prévues vont vraiment permettre de répondre à cet objectif, donc encore une fois, d'accès. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume. J'espère que c'était clair. C'est très intéressant.